Bonjour à tous, commençons cette conférence de presse qu'on a maintenue sous un format hybride qui permet à tout le monde de participer. Format un peu standard, si je puis dire maintenant. La conférence de presse sera enregistrée. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est mieux de vous signaler dans le chat et ensuite de poser votre question directement à l'oral. On comprend mieux, c'est plus vivant. Donc nous avons une grosse heure ce matin, on va dire, on va essayer de tenir à l'heure, de présentation par Mathieu Plane, Christophe Blau, et sous l'animation d'Éric Heyer, je crois, ce matin, qui animera des débats pour gérer, entre autres, des questions. Merci beaucoup, j'en dis pas plus, sur l'onde de choc et le prix de l'inflation. Je vais dire juste un tout petit mot d'introduction, enfin 2 mots. Le premier mot, c'est pour dire que c'est un travail qui est synthétisé ce matin, mais qui est en fait un travail d'équipe et qui va être détaillé dans la prochaine revue de l'OFCE. Donc, vous avez ici le sommaire. Donc, globalement, vous avez aussi les noms des différents participants à ce travail, et notamment, il y aura des études détaillées par pays. Donc, vous avez les noms si vous avez des questions à poser. Les auteurs sont ici. Pour vous dire aussi qu'il y a 2 études spéciales qui vont prolonger ce travail-là. La première, c'est une explication de l'évolution de l'emploi salarié en France. On sait que c'est un mystère. On a essayé de comprendre sectoriellement si on pouvait expliquer une partie de ce mystère. On vous donnera quelques résultats. Et la deuxième étude spéciale, c'est un travail sur l'indexation des salaires sur les prix et les tensions sur le marché du travail en comparaison internationale. Aussi, je prends cette occasion pour vous signaler qu'on a 2 nouveaux arrivés à l'OFCE, donc parce que les auteurs, vous les connaissez sinon, c'est Ombline Julien de Pomerol et Benoît Villiat, qui, la première, intègre l'équipe France et le deuxième, l'équipe internationale. Mais ils ont participé en cours de cette prévision à une analyse de la crise bancaire. Donc, bienvenue à eux, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Le deuxième point que j'aimerais signaler, c'est juste les 4 messages clés qu'on aimerait vous faire passer ce matin. Bon, le premier point, c'est sur l'inflation. Alors, en gros, en 2 mots, l'inflation pour nous se diffuse, mais n'est pas persistante. Alors, je vais essayer juste en 2 mots de dire ce que veut dire ce mot persistant, parce que le gouverneur de la Banque de France a dit que cette inflation était persistante. Donc, juste signaler pourquoi nous, on considère qu'elle n'est pas persistante. Donc, la diffusion, il y a l'idée à la fois, on change de nature, on passe d'un choc énergétique à un choc alimentaire, et la diffusion n'est que partielle sur les salaires, puisque l'indexation n'est pas unitaire. Donc, on indique bien une perte de pouvoir d'achat des salariés. Alors, pourquoi on considère qu'elle n'est pas persistante? Alors, non pas parce qu'elle va tout de suite refluer en dessous de la cible de la Banque centrale, puisqu'on indique dans notre prévision qu'elle va rester au-dessus de la cible de la Banque centrale, mais tout de même, le mot persistant voudrait dire qu'elle ne faiblit pas. Alors qu'en fait, nous, dans notre prévision, on passe d'une inflation à 2 chiffres à une inflation qui serait, à la fin de la prévision, autour de 3, légèrement au-dessus en Europe, légèrement en dessous aux États-Unis. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le mot de persistant. En revanche, ce qui est persistant, c'est l'écart en niveau des prix qui va subsister entre les pays de la zone euro. Et on va vous le développer tout de suite avec Christophe. Le deuxième message, c'est sur la croissance économique. On ne parle pas de récession, on n'affiche pas de récession dans aucun pays, mais on parle de déficit d'activité. Certains pourraient dire que c'est une récession cachée, mais globalement, ce que l'on dit, c'est que le rebond post-Covid, a été interrompu et qu'à l'horizon de la prévision, on considère qu'il n'y aura pas de ce rattrapage suite à la crise Covid. Le troisième point, c'est sur le policy mix, où on parle de l'heure des comptes quelque part, ou sur la politique monétaire, on considère que on est vers la fin du resserrement. Il y a encore quelques hausses, Christophe vous l'indiquera, mais que globalement, l'essentiel est fait. En revanche, les effets des hausses passées sont à venir. Et donc, il y a une sorte de diffusion de ces effets qui seront plus marqués en prévision que dans les comptes d'aujourd'hui. Et sur la politique budgétaire, c'est un peu l'inverse, c'est le début de la normalisation et la fin du quoi qu'il en coûte. Dernier message qui est plus France, dans le mystère des pertes de productivité, on considère qu'aujourd'hui, sectoriellement, on arrive à expliquer 70% de ce mystère, et par 3 mécanismes, à la fois par une durée du travail plus faible, par une forte progression de l'apprentissage
et par les nombreuses mesures de soutien aux entreprises. Voilà, donc les 4 messages qu'on va essayer de vous développer à la fois au niveau international par Christophe et pour la France avec Mathieu. Alors, merci. Donc, je poursuis. Je vais donc effectivement développer un certain nombre des points qui ont déjà été avancés dans cette prévision et mettre en avant les quelques éléments principaux du scénario international avant de donner la parole à Mathieu pour la partie France. Donc, effectivement, le point de départ un peu de notre analyse, et contrairement un peu à ce qu'on fait d'habitude quand on commence notre conférence de presse, où on parle un peu de l'évolution de la croissance au cours des 2 derniers trimestres, ici, on met plutôt l'accent sur l'inflation parce qu'effectivement, la dynamique de l'inflation est au cœur de notre analyse et de notre scénario pour 2 raisons essentielles. C'est qu'elle est le reflet de la crise énergétique et de l'augmentation des prix du pétrole et du gaz que l'on observe depuis plusieurs mois et qu'en même temps, elle est à l'origine d'un resserrement de la politique monétaire qui induit un resserrement aussi de l'activité économique. Donc, si on regarde un peu cette dynamique récente de l'inflation, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a cette augmentation très forte de l'inflation à des niveaux qu'on n'avait pas observés depuis de nombreuses années, depuis le début des années 80 pour être plus précis. Cette augmentation de l'inflation, elle commence un peu plus tôt aux États-Unis qu'en Europe, mais que l'Europe aujourd'hui a une inflation, donc l'Europe, la zone euro et le Royaume-Uni, a une inflation plus élevée que celle qu'on observe aux États-Unis. Et puis, l'autre élément évidemment essentiel, c'est qu'on observe un repli de cette inflation, donc qui semble avoir atteint un pic un peu plus tôt aux États-Unis, probablement à l'été 2002, pour être précis, et depuis l'automne en Europe, en zone euro et au Royaume-Uni. Les chiffres du mois de mars qu'on a eu hier, par exemple, pour les États-Unis sur l'inflation, confirment cette décrue, puisque l'inflation américaine pour le mois de mars est à 5%, donc on a bien une poursuite de cette réduction de l'inflation au cours des 3 à 6 derniers mois globalement. Alors, non seulement l'inflation diminue, mais il y a un autre élément qui est important, c'est qu'elle change un peu de composition, pas totalement de nature, mais au moins de composition. Si on regarde les contributions à l'inflation, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la contribution à l'énergie diminue ou va diminuer. Alors ici, ce n'est pas forcément totalement visible sur le graphique pour la zone euro, puisqu'on voit que la contribution de l'énergie s'est accrue entre décembre 2021 et décembre 2022. Si on regarde sur les mois en cours, on a une contribution qui progressivement s'atténue dans la zone euro, mais avec une contribution des prix alimentaires qui, elle, s'accroît. Donc, par contre, pour les États-Unis, on voit bien que cette baisse de la contribution des prix de l'énergie a déjà commencé entre la fin 2021 et la fin 2022 et qu'elle se poursuit aujourd'hui. Deuxième caractéristique importante de cette dynamique des prix, c'est que l'inflation se diffuse à l'ensemble des prix, c'est-à-dire que la hausse des prix de l'énergie et des prix alimentaires va se diffuser également à ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'ensemble des indices hors énergie et hors alimentaire. Donc, ce qu'on voit ici en contribution, et qui se confirme aujourd'hui aussi également avec les éléments qu'on a sur le premier trimestre. Donc, une inflation en repli, mais des prix qui augmentent également en dehors des composantes énergie et alimentaire. Alors, cette inflation, donc, elle est le reflet d'un choc énergétique, évidemment. Donc, on remontrerait un peu plus tard l'évolution du prix du pétrole et du prix du gaz, mais on a tous en tête, évidemment, l'évolution récente de ces 2 prix de l'énergie. Et ça a eu un effet évidemment sur la croissance, puisque ça va notamment réduire, toutes choses égales par ailleurs, le pouvoir d'achat des ménages, et donc ça va impacter la croissance, notamment par un effet sur la consommation. Comme c'est un choc d'origine mondiale, on a une baisse de la consommation et une baisse de la demande à l'échelle mondiale, et donc on a une baisse aussi du commerce à l'échelle internationale. Donc cette crise énergétique, elle interrompt la reprise post-Covid. Donc on voit qu'après la récession de 2020, on a eu une forte reprise de l'activité économique. En 2021, on a eu des niveaux de croissance élevés dans la plupart des pays. Et on voit que progressivement, en fait, cette trajectoire un peu s'aplatit. Alors, elle s'aplatit probablement aussi en partie parce que la dynamique de reprise et de rattrapage va progressivement prendre fin, mais aussi parce qu'on a eu des facteurs, des chocs qui ont affecté l'activité économique. À partir de 2020, on a déjà un premier choc qui a initié l'augmentation des prix, qui est un choc sur l'approvisionnement, des tensions au niveau de l'appareil productif. Et puis, on a le choc sur le prix de l'énergie qui commence en 2020, donc avant, évidemment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais qui est largement amplifié par la situation géopolitique. Et donc, ce qu'on voit, c'est que sur la période plus récente, effectivement, on a un tassement de la croissance dans la plupart des pays. Alors, pas forcément toujours au même rythme. Aux États-Unis, c'était plutôt au premier semestre, on a eu plutôt une croissance relativement dynamique sur le deuxième semestre 2022.
Dans la zone euro, c'est plutôt sur le deuxième semestre, avec quelques performances négatives, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni, sur certains trimestres. Donc, voilà cette dynamique. Donc, une inflation forte, mais qui est en repli, et une croissance qui a tendance à se tasser. Alors, du coup, les perspectives pour 2023-2024 vont évidemment dépendre de ces tensions sur l'inflation, puisqu'elles agissent sur l'activité économique et qu'elles conditionnent également la réponse de politique monétaire. Alors, en amont de ça, il y a un certain nombre de facteurs qui vont plutôt se lever, des chocs qui vont s'atténuer. Donc, les contraintes d'approvisionnement, elles vont plutôt se lever. L'incertitude géopolitique diminue, même s'il y a toujours un conflit, évidemment, mais en termes de mesures d'effet sur l'incertitude globale au niveau géopolitique, ça semble s'atténuer et donc potentiellement jouer un peu moins sur l'activité économique. En tout cas, dans les comptes que l'on met pour 2023-2024, ces deux chocs-là qu'on avait mis en avant dans la prévision précédente vont jouer un rôle relativement mineur dans notre scénario 2023-2024. Par contre, ce qui est clé, c'est les hypothèses sur les prix de l'énergie. Nos hypothèses sur les prix de l'énergie sont les suivantes. On stabilise le baril de pétrole à $80 et pour le prix du gaz, on est à 75 € en 2023 et 70 € en 2024. Donc ici, on a le reflet de cette stabilité des prix, et on les avait affichés en euros, donc le dollar, et ici, le prix du pétrole est converti en euros, mais l'euro est assez stable, donc ce qui fait que on a aussi une stabilité en euros. Mais pour autant, en fait, effectivement, donc on a une stabilité, ça veut dire que l'inflation liée au prix de l'énergie, elle, va se tasser par les effets de base, en fait, avec la baisse des prix qu'on a observé, on va avoir une contribution probablement négative des prix de l'énergie, mais on va avoir quand même un niveau élevé, et surtout, en fait, ce choc sur les prix de l'énergie va continuer à se diffuser sur les économies, continuer à avoir un impact négatif sur notre scénario en 2023 et dans une moindre mesure sur le scénario 2024. Alors, deuxième élément, c'est que la conséquence de cette inflation globale, puisque le choc énergétique, c'est un choc global, c'est que ça a poussé les banques centrales à durcir leur politique monétaire, donc à la fois dans les pays industrialisés et aussi dans les pays émergents. Ici, on a l'évolution des taux d'intérêt directeurs des banques centrales entre la fin 2021, la fin finalement de la période de politique monétaire très accommodante, et le début de l'année 2023, avec un resserrement relativement important de la politique monétaire. Et si on compare au resserrement précédent qu'on avait observé, alors sur la période aux États-Unis, par exemple 2015-2019, ou même un peu plus tôt, on a évidemment une remontée des taux qui est assez forte et plus forte que ce qu'on avait observé lors des quelques cycles précédents. Ça se traduit en termes d'augmentation également des taux longs, ça joue également sur l'ensemble des prix d'actifs, donc on a globalement un durcissement des conditions financières. Et donc l'inflation, elle touche aussi les pays émergents, et donc cette inflation et cette réaction des banques centrales, on la retrouve également dans les pays émergents, et notamment dans les pays d'Europe de l'Est qui sont assez fortement touchés par l'augmentation des prix, et donc la réaction de politique monétaire est également relativement importante. Il y a deux distinctions en bas, c'est la politique monétaire de la Russie et de la Turquie. On a une baisse des taux d'intérêt, ce qui permet ici de comprendre un peu mieux la lecture. En fait, le point bleu ciel, c'est le point de départ, le point bleu plus foncé, c'est le point d'arrivée des taux. Donc, on a une baisse des taux d'intérêt de la Russie et de la Turquie, mais c'est plutôt deux exceptions dans un monde de durcissement global de la politique monétaire. Alors, le point maintenant, c'est que vont faire les banques centrales? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles ont durci. Est-ce qu'elles vont continuer à durcir leur politique monétaire ou est-ce qu'au contraire, elles vont arrêter de durcir leur politique monétaire? Donc évidemment, ça dépend de notre scénario d'inflation. Notre scénario d'inflation est en grande partie tiré par l'évolution des prix de l'énergie. On verra aussi un peu plus tard, évidemment, la question des salaires. Mais en gros, notre scénario, pour le dévoiler tout de suite, on verra après avec les graphiques, c'est que l'inflation va diminuer un peu partout. On ne va pas arriver vers les 2%, comme le disait Eric, mais on va progressivement converger. Probablement que les 2% seraient atteints si on devait faire une prévision pour 2025 aujourd'hui. On serait probablement au début de l'année 2025, mais notre scénario là, c'est 2023-2024. On n'est pas à 2%, mais on y converge assez rapidement. D'accord ? Donc, on a une réduction de l'inflation. Et donc, les banques centrales font à peu près la même anticipation. Il peut y avoir des différences sur l'inflation qu'elles anticipent pour 2023-2024, mais la tendance est la même dans tous les cas. D'accord ? Donc, d'un côté, il y a une convergence de l'inflation vers la cible progressive. De l'autre côté, c'est que les effets de la politique monétaire se diffusent lentement, et étant donné les délais de transmission de la politique monétaire, l'impact de la politique monétaire sur l'activité produira pleinement son effet en 2023-2024.
Ensuite, dernier élément, potentiellement qui peut aussi influencer les banques centrales et inciter à la prudence, c'est le retour du risque financier. On a vu avec effectivement les quelques faillites bancaires observées au cours des dernières semaines qui peuvent inciter les banques centrales à aussi atténuer le resserrement de politique monétaire. Alors c'est ce qu'on indique ici en fait, et globalement, alors avec quelques petites nuances, parce que ça dépend un peu du moment où l'inflation va commencer à augmenter, puis où elle commence à diminuer. Et donc c'est ça aussi qu'on retrouve dans le cycle de politique monétaire, avec des plateaux pour les taux d'intérêt qui seraient atteints assez rapidement dans l'année, et puis aux États-Unis notamment, une baisse progressive et plutôt graduelle du taux de la Banque centrale, mais seulement pour 2024. Donc, si là, peut-être que d'autres informations nous amèneront à réviser notre scénario, mais aujourd'hui, il semble qu'avec le ralentissement et la baisse de l'inflation, la Banque centrale américaine commencerait, elle, dès 2024, à réduire son taux d'intérêt. Pour la BCE, on resterait plutôt sur un plateau. La Banque d'Angleterre serait un peu plutôt dans le même esprit que la Banque centrale américaine. Alors, du coup, ça, c'est le miroir aussi de cette situation sur l'inflation que je vous décrivais avant. Donc, on voit bien cette tendance un peu partout. Alors, il y a le cas japonais, mais globalement, même si au Japon, il n'y a pas d'inflation aussi forte que ce qu'on a en Europe et aux États-Unis, on a eu une augmentation de l'inflation à des niveaux qu'on n'avait pas observés également depuis longtemps, et cette inflation rediminue ensuite également. Donc, on voit ici, en fin 2024, dans notre scénario, on finit à 3,2% dans la zone euro, 2,4% aux États-Unis et 2,9% au Royaume-Uni. Donc une baisse assez nette de l'inflation. Alors, cette baisse de l'inflation, elle est liée d'abord à la moindre contribution des prix de l'énergie. Ensuite, il va y avoir un effet des prix alimentaires. Alors lui, il est un peu décalé, puisque l'inflation des prix alimentaires reste également élevée. Et globalement, on va avoir aussi un ralentissement du sous-jacent, parce que par les effets de diffusion qui font que le sous-jacent a augmenté du fait des prix de l'énergie, il va aussi probablement un peu diminuer du fait de la baisse des prix de l'énergie. Donc on retrouve ces éléments-là. Puis la question des salaires, évidemment, sur laquelle on reviendra juste après. Alors, pour autant, donc là, c'est les trajectoires d'inflation. En Europe, si vous regardez les différents pays, on a évidemment cette baisse des taux d'inflation dans les 4 pays et dans l'ensemble des pays. Mais pour autant, si on regarde la séquence depuis 2019, vont apparaître des écarts. C'est-à-dire que dans certains pays, l'inflation a démarré plus tôt et est allée un peu plus haut. D'accord ? Et est-ce que ça va être compensé en 2023-2024 par une inflation plus rapide ? Alors, évidemment, dans ce scénario-là, parmi les 4 grands pays, celui qui se distingue, c'est plutôt la France, parce que, effectivement, l'augmentation de l'inflation en 2022 a été moins forte que dans ses principaux partenaires européens. Et globalement, il ne va pas y avoir d'effet de compensation, en 2023-2024. Donc, il va y avoir de l'inflation en France aussi. On voit qu'elle est probablement plus rapide qu'en Espagne, un peu plus rapide qu'en Allemagne, mais pas de nature à compenser, en fait, l'écart favorable à la France sur l'année 2022. Alors, ça pourrait à la fois s'expliquer par les mesures de politique budgétaire qui ont été mises en œuvre, et autre élément ensuite un peu qui peut être pris en compte, c'est que ça pourrait avoir des répercussions en matière de compétitivité. Donc, la question budgétaire, du coup, la voici. Alors, elle est importante parce qu'elle explique en partie une partie des différences de l'inflation. Elle est aussi importante parce que du coup, elle permet de comprendre comment ce choc d'inflation importée est absorbé, soit par les finances publiques, soit par les ménages, ou soit par les entreprises. Alors, on n'a pas fait un calcul complet de qui absorbe vraiment le choc, mais on a quelques éléments qui permettent ici de voir à peu près les différences entre les pays et comment les finances publiques potentiellement et les ménages vont absorber le choc. Si on regarde du point de vue des finances publiques, Mathieu détaillera évidemment le cas de la France, mais ce qu'on voit, c'est que les mesures directes sur les prix de l'énergie, donc c'est celles qui ont pesé principalement sur les écarts d'inflation, on voit qu'effectivement, elles ont été globalement plus importantes en France qu'en Allemagne. Alors avec l'Italie, c'est moins net, mais le choc énergétique en Italie a été, lui, beaucoup plus important. Ensuite, parmi les mesures qui ont été mises en œuvre, on a un ensemble d'aides directes aux ménages, ou plutôt des aides aux revenus pour absorber le choc, mais qui n'ont pas d'effet direct sur les prix. Donc ça y contribue en partie, et ça montre bien que les finances publiques jouent en partie le rôle d'absorbeur de ce choc de revenus pour les ménages et de ce choc sur les prix, qui peut aussi avoir une incidence, parce qu'avec une inflation plus faible en France, potentiellement, ça joue aussi sur la dynamique des salaires et le rôle de l'indexation et comment les hausses de prix se répercutent sur les salaires et sur la boucle que ça peut éventuellement engendrer. Alors, on vient justement à ce point-là, c'est que regardons ce qui se passe maintenant en termes d'évolution des salaires. Donc, forcément, plus de prix va pousser aussi un peu les salaires nominaux à la hausse. Est-ce que
la hausse des salaires nominaux a été plus forte que celle de l'inflation, donc c'est une question assez clé. Globalement, déjà ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un premier élément de comparaison, c'est entre les pays. On voit que les salaires ont augmenté plus rapidement aux États-Unis que dans les pays européens. Donc c'est ça la différence assez clé ici. Et cette hausse des salaires, elle a déjà eu lieu aux États-Unis. Alors, selon les indicateurs de salaire, on n'a pas toujours exactement la même image, mais globalement, ça donnera l'idée que les salaires ont augmenté plus fortement, notamment sur la période 2021-2022 aux États-Unis, qu'ils ne l'ont fait en Europe. Ensuite, deuxième graphique, c'est est-ce que cette augmentation des salaires nominaux a permis de compenser ou pas l'inflation? Globalement, ici, on a donc à la fois la dimension historique et en prévision, et puis on a ce qu'on prévoit d'ici 2024 en termes de salaire réel. On voit que globalement, en Europe, à l'exception de l'Espagne où il y a une stabilité, les salaires réels vont baisser, c'est-à-dire que les ménages vont aussi absorber une partie du choc en termes de salaire. Alors, elle peut être à la fois aussi compensée par les transferts, mais sur le revenu primaire lié au salaire, il s'absorbe une partie du choc. Aux États-Unis, par contre, on va avoir une augmentation du salaire réel qui est en grande partie déjà réalisée et qui va un peu se poursuivre en prévision. Mais cette augmentation, elle va aussi traduire des écarts probablement de productivité entre les pays. Donc, en termes de coûts salariaux unitaires, il n'est pas évident que ça se traduise par une augmentation bien plus forte des coûts salariaux unitaires aux États-Unis qu'en Europe. Mais évidemment, ces questions de salaire, d'écart de salaire réel en Europe peut, elle aussi, poser des questions, une fois qu'on tient compte de l'évolution de la productivité, des coûts salariaux unitaires, et donc, ça peut avoir des effets sur la compétitivité, alors qu'on n'intègre pas forcément ici en termes d'incidence sur notre scénario, mais qui peuvent se matérialiser progressivement. Alors, une fois qu'on a donc tous ces éléments en tête, voici la prévision de croissance que l'on a pour l'économie mondiale et pour l'ensemble des pays. Donc, je ne vais pas détailler les pays. Juste, on voit bien cette dynamique de ralentissement de l'activité avec le rattrapage de 2021, on avait une croissance de 6%, puis 3,2% en 2022. Et on voit que 2023, c'est le creux de l'activité avec une croissance mondiale à 2,3% et notamment un ralentissement assez net parmi les pays avancés. Ce que disait Eric, effectivement, c'est que globalement, on ne prévoit pas de récession. On a relevé légèrement à la hausse notre prévision par rapport à ce qu'on pouvait dire à l'automne dernier. Donc, en fait, on a un certain nombre de pays qui flirtent avec la récession. On n'a pas vraiment de récession. En Allemagne ou au Royaume-Uni, qui sont les pays potentiellement où l'activité est le plus impactée fin 2022, début 2023. Et puis, dans notre dynamique, pareil, avec l'atténuation du choc sur les prix de l'énergie, l'activité va repartir, on va accélérer légèrement à partir du deuxième semestre 2023, et donc ce qui se traduit ici par cette augmentation de la croissance mondiale en 2024 à 2,6%, donc une légère augmentation. Mais on ne revient pas sur la dynamique de trajectoire de reprise Covid qu'on avait observée en 2021 et début 2022. Alors, derrière ce scénario, il y a évidemment des aléas. Les deux aléas principaux sont liés aux risques géopolitiques et questions sur l'énergie. Donc, dans notre scénario, ça semble s'atténuer, mais évidemment, on n'est pas à l'abri d'un regain de tension géopolitique, on n'est pas à l'abri de difficultés d'approvisionnement en énergie à l'hiver prochain, et donc d'une nouvelle flambée des prix, donc qui remettrait en cause, évidemment, à la fois notre scénario d'inflation, mais aussi notre scénario de croissance. Et puis, ce qu'on a vu plus récemment, c'est le retour du risque financier, alors qui n'est pas tellement surprenant avec l'augmentation très rapide des taux d'intérêt. D'accord ? Donc ça a débouché sur quelques faillites bancaires. Est-ce que, au cours des dernières semaines, il y a eu une interrogation sur est-ce qu'on pourrait avoir une nouvelle crise bancaire systémique de type celle de 2008 ? Dans notre analyse, et étant donné l'ensemble des informations qu'on a pour l'instant, alors on n'est pas dans le bilan de chacune des banques, mais il nous semble que ce risque est plutôt modéré, donc on l'écarte de notre scénario principal, mais évidemment, c'est un aléa à la baisse sur la croissance. Alors on l'écarte pour deux raisons, c'est que il y a probablement une moindre interconnexion entre les banques et notamment une moindre exposition des banques européennes à ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui que c'était en 2008. Et évidemment, entre-temps, la réglementation prudentielle s'est améliorée. Alors, peut-être que ça ne nous met pas totalement à l'abri, mais en tout cas, on part d'un point où les capacités d'absorber des chocs sont probablement plus fortes que ce n'était le cas en 2008. D'accord ? Pour autant, derrière les crises bancaires, il y a aussi des corrections sur les prix d'actifs, d'accord, qui sont liées à l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, c'est la transmission normale de la politique monétaire. D'accord, ça passe par un durcissement des conditions financières. La question potentiellement, c'est est-ce que la correction peut être plus brutale et donc générer
évidemment des effets macroéconomiques un peu plus importants. Et puis, dans les pays émergents, on a la même problématique avec cette fois-ci cette sensibilité à l'évolution du taux d'intérêt américain qui peut provoquer des sorties brutales de capitaux et donc aussi générer des effets macroéconomiques un peu plus importants. C'est plutôt des aléas dans notre scénario que des facteurs qui pèsent sur notre analyse de la croissance. Donc voilà pour le scénario mondial. Je donne maintenant la parole à Mathieu qui précisera donc, ces éléments-là, d'autres éléments pour la France. Très bien. Merci Christophe. Du coup, je vais passer en revue un peu plus précisément la prévision France, qu'on a nommé le prix d'inflation, pour différentes raisons, et donc voir un peu le scénario qu'on anticipe pour 2023-2024. Il y a certaines choses qui ont déjà été montrées par Christophe, mais sur lesquelles je vais peut-être rentrer un peu plus dans le détail pour la France. Alors, le premier point, comme on voit, c'est la trajectoire du PIB depuis la fin 2019. Donc, en pointillé, c'est le PIB en niveau par rapport à la fin 2019. On voit qu'on retrouve le niveau d'avant-crise au troisième trimestre 2021, mais que depuis ce troisième trimestre 2021, il y a une forme d'aplatissement de la reprise. On le voit très nettement. Donc, c'est l'idée de la fameuse récession cachée, c'est-à-dire que globalement, on n'a pas une récession statistique, mais malgré tout, cet aplatissement montre que les chocs sont suffisamment violents pour créer cet aplatissement. Et dans une situation normale, qui ne serait pas de reprise post-Covid, on aurait eu certainement une récession. Ce qu'on peut voir aussi, c'est la décomposition entre ce qui va tirer le PIB, entre en rouge la demande intérieure et en bleu le commerce extérieur. Si on regarde actuellement, donc 3 ans après le début de la crise, le niveau de PIB de la France, il est 1,2 points au-dessus de son niveau d'avant-crise. Mais si on décompose les choses, la demande intérieure contribue à hauteur de 3,3 points. En revanche, le commerce extérieur ampute de plus de 2 points ce PIB. Donc, on voit quand même le facteur commerce extérieur qui est extrêmement présent, en tout cas, dans une forme de persistance du choc. Et de plus, cette divergence entre demande intérieure et commerce extérieur s'est accentuée en 2022. On voit que le déficit extérieur s'est creusé sur l'année 2022. Alors, si je rentre un peu plus sur le détail de l'année 2022, et notamment ce graphique décompose en fait les contributions, les composantes du PIB en contribution en fin d'année, donc de la fin d'année 2022 par rapport à la fin d'année 2021, donc ce qu'on appelle le glissement annuel. Et on regarde la contribution de chacune des composantes. Ce qui est assez frappant en réalité, c'est que d'abord, ce qu'on voit, c'est qu'en fin d'année, on a un glissement à 0,5% du PIB. Ça veut dire qu'on a une croissance qui est quand même très faible en glissement annuel. La moyenne annuelle masque en fait un glissement très bas. Je rappelle qu'en 2022, on a 2,6% de croissance en moyenne annuelle, mais le glissement est à 0,5. Donc il y a des phénomènes d'acquis qui jouent beaucoup sur 2022, premier point. Deuxième point, c'est que si vous regardez les choses, les barres qui augmentent beaucoup, c'est alors FBCF, SNFEI, c'est pas très joli comme nom, mais c'est l'investissement des entreprises, qui contribue très positivement à la croissance, et les variations de stock. Donc en fait, ce qui va tirer la croissance, c'est très clairement les entreprises qui investissent et qui restockent. De l'autre côté, par contre, ce qui plombe la croissance, et même on est dans un choc qui est négatif, c'est la consommation des ménages qui contribue très négativement à la croissance en glissement annuel, pour près de moins 0,7 points de PIB sur l'année, et l'investissement des ménages. Et donc, on a d'un côté des ménages qui investissent moins et consomment moins, et des entreprises qui investissent et qui restockent. Donc, on a cette déconnexion assez importante. Et puis, dernier point que j'ai évoqué juste avant, c'est le solde commercial qui pèse sur la croissance de façon assez marquée, qui contribue pour moins 0,8 points de PIB au glissement. On peut imaginer qu'il y a un effet notamment de l'investissement et du restockage qui joue sur la contribution du commerce extérieur parce qu'on importe un certain nombre de biens manufacturés pour investir ou pour restocker. L'autre point donc complémentaire important, c'est de voir la dynamique de l'investissement et des stocks en France. Si on prend ce graphique depuis qui commence en 1970, si on prend à la fois les variations de stock et l'investissement par rapport au PIB, on est à un niveau qui est le plus élevé depuis 50 ans. Donc là, c'est l'effet des stocks qui fait ça. Mais du coup, on voit qu'on a ce paradoxe un peu de la crise, c'est que finalement, les entreprises, et je vous montrerai un graphique, ont été finalement extrêmement résilientes dans cette crise et continuent à investir et continuent à restocker. Donc, elles n'ont pas une vision qui est très pessimiste de l'avenir dans ce contexte-là. Donc, c'est elles qui vont plutôt tirer la croissance. Sur les stocks, il y a quelque chose d'assez particulier qui sont liés aux pénuries, notamment
sur certains composants industriels, la crainte justement de ces difficultés d'approvisionnement, qui ont pu conduire à justement avoir une augmentation très forte des stocks, justement face au risque de faire face à des ruptures sur la chaîne de production. Ce que dit l'enquête de l'INSEE, c'est que, effectivement, en fin d'année dernière, on était avec des perceptions, en tout cas du côté des industriels, sur les niveaux de stock extrêmement élevés, historiquement élevés. Et depuis le début d'année, on voit que ces perceptions, en tout cas, le sentiment des industriels, c'est que les stocks ont un peu diminué. Donc, on peut s'attendre à une phase de déstockage, en fait, qui peut peser en partie sur la croissance. Alors, ces stocks peuvent se retrouver dans les exportations, mais il peut y avoir des mouvements assez importants du côté des stocks. Alors, c'est très technique, hein, mais ça peut jouer quand même beaucoup, en tout cas à court terme, sur la croissance. L'autre point important, voilà, qui est un facteur qui est un peu, on va dire, qui est à l'opposé du sentiment positif des entreprises et de leur résilience, c'est que de l'autre côté, on a une balance commerciale qui est extrêmement déficitaire. Vous voyez, c'est depuis, je crois que ce graphique commence au début des années 50, c'est en bleu, c'est la balance commerciale en point de PIB. Vous voyez que le dernier point n'a pas de comparaison équivalente depuis 1950. Donc, on a un choc sur notre balance extérieure qui est historique, pour le coup. On partait déjà d'un point qui n'était pas très positif, parce qu'on avait déjà le choc Covid, et au choc Covid se rajoute le choc énergétique. Et vous voyez qu'on a donc un déficit commercial qui comprend, y compris les services, c'est bien les services, ce n'est pas uniquement les biens. Et je rappelle que les services contribuent positivement à la balance commerciale, mais malgré la contribution positive des services, on a quelque chose qui est extrêmement marqué du côté du déficit commercial. Juste pour rappeler ça, le choc énergétique sur les 5 derniers trimestres, c'est un peu plus de 2 points de PIB à absorber, en tout cas, pour l'économie française qu'on retrouve dans la balance commerciale. Et si on regarde après, alors quelque chose qui est un peu plus large, qui est le besoin de financement de la nation, c'est-à-dire quelle est notre position vis-à-vis de l'extérieur, on voit, c'est pareil, c'est le trait jaune, on est à un niveau historiquement bas, c'est-à-dire qu'on a un besoin de financement vis-à-vis de l'extérieur qui est comparable à celui qu'on avait en 82, par exemple, ou à celui du deuxième trimestre 2022, au moment du premier confinement. Donc, on a une situation vis-à-vis de l'extérieur qui est extrêmement dégradée pour différentes raisons, mais notamment le choc énergétique est un point essentiel. Alors, comme je vous disais, on a cette forme de paradoxe, en fait, entre une déconnexion entre des entreprises qui sont plutôt résilientes et des ménages qui sont plutôt déprimés, ou en tout cas qui ont une vision de l'avenir plutôt pessimiste. Là, vous voyez ce graphique-là, c'est les enquêtes de conjoncture de l'INSEE. Sachant que le 100 est à la moyenne, ce qu'on voit, c'est que bien sûr, le climat d'affaires des entreprises a baissé depuis le début du choc énergétique et la guerre en Ukraine, mais on voit qu'on n'est même pas revenu à la moyenne historique, qu'on reste au-dessus, c'est-à-dire qu'elles résistent et même ça se redresse légèrement. Donc elles ont quand même épongé relativement, en tout cas, leur vision, c'est que la situation n'est pas extrêmement dégradée, les carnets de commandes sont relativement remplis, et on ne sent pas un pessimisme très fort du côté des entreprises, c'est pour ça aussi qu'elles investissent et qu'elles embauchent. Par contre, du côté des ménages, on a un sentiment qui est très différent. Vous voyez, la confiance des ménages est au plus bas. Il faut revenir. On est plus bas qu'au moment de la crise des Gilets jaunes, on est plus bas qu'au moment du confinement. Il faut revenir à 2013, au moment du choc fiscal important et du tournant de la rigueur, pour avoir à peu près l'équivalent. Donc, on a des ménages quelque part déprimés, et on le retrouve d'ailleurs en consommation et dans l'épargne, et des entreprises qui investissent et qui ont plutôt une vision, pour le moment en tout cas, relativement positive de l'avenir. Si on va sur la prévision, et donc le scénario France, un peu détaillé, et notamment la question de l'analyse qu'on peut avoir des chocs macroéconomiques, on se retrouve avec ce tableau, alors tout ça est dans le policy brief, bien sûr plus détaillé et expliqué. Ce tableau, en fait, il montre plusieurs choses. La première, c'est que on part d'un scénario de dire, voilà, quelle aurait dû être la croissance de l'économie française dans un scénario de reprise post-Covid. Et on regarde la croissance potentielle. C'est la ligne bleue. Donc, en gros, nous, ce qu'on peut dire, c'est que la croissance qui aurait été dans un monde fictif, sans choc, c'est une croissance de 4,1% en 2022, 1,6% en 2023 et 1,7% en 2024, pour rattraper ce choc post-Covid et la reprise qui était en cours. Et puis là, c'est ce qu'a dit Christophe, il en a parlé tout à l'heure, c'est qu'on a différents types de chocs qui vont venir affecter cette trajectoire. Et donc, qui vont créer cet aplatissement de la courbe. Ce qu'on voit, c'est que les chocs ne jouent pas de la même façon selon les années. Très clairement, le 2022 est très marqué par le choc d'approvisionnement. En particulier, il y avait encore des effets d'Omicron, la stratégie zéro Covid. Par contre, vous voyez qu'on récupère à partir de 2023-2024 une partie de la croissance perdue à ce moment-là, parce que les chaînes de production
se normalise, donc on récupère une partie des pertes passées. Par contre, ce qui va jouer beaucoup plus sur 2023-2024, c'est la remontée des taux. On avait très peu sur 2022, même si la remontée des taux est enclenchée en 2022. L'impact sur l'économie prend du temps. Il y a une diffusion qui est assez lente, entre 12 et 18 mois pour qu'il y ait des effets pleins. Et donc, on voit que les effets vont être beaucoup plus marqués sur 2023 et 2024. Et on voit qu'on perd à peu près d'un point de PIB en réalité sur 3 ans, mais très concentré sur 2023 et 2024. L'autre point, c'est l'incertitude des tensions géopolitiques. Alors, elle joue beaucoup sur 2022, mais comme ce que disait Christophe, c'est que ça ne joue plus sur 23-24. Ça veut dire aussi qu'on considère qu'on reste dans un environnement quand même dégradé, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas quand même cet effet de l'incertitude, parce que les tensions, malgré tout, restent importantes. Et puis, dernier point, c'est la question du choc énergie. Alors, on le détaille de deux façons. Le choc énergie, c'est le choc énergie, on va dire, hors mesure spécifique pour amortir le choc. Donc, c'est quel est l'effet de ce choc énergie sur l'économie française, et puis après, quelles sont les réponses budgétaires pour amortir ce choc. Vous voyez que le solde, globalement, de ce choc énergie sur 2022, c'est moins 1,6 point de PIB qui serait perdu pour l'économie française lié au choc énergie. Mais les mesures de bouclier tarifaire, de remise carburant, etc., des aides aux entreprises, aux ménages, va permettre de récupérer 1 point de PIB. Donc, l'effet net, c'est moins 0,6. Vous voyez que pour 2023 et 2024, c'est un peu différent. En 2023, le choc énergie est moins marqué, il continue à peser sur la croissance à hauteur de moins 0,3. Mais par contre, le bouclier tarifaire a été revalorisé, donc il protège un petit peu moins, il continue à protéger, mais par contre, il coûte un peu plus cher. Il y a la remise carburant qui est supprimée. Et donc, on voit que ce bouclier, finalement, la sortie progressive va peser un peu sur la croissance. Et ce qui compte, c'est le solde. Entre choc énergie et bouclier, vous voyez que les chocs sur la croissance, en 2023, c'est moins 0,5 lié à l'énergie, y compris mesures budgétaires. Par contre, 2024, ça se neutralise. On a progressivement récupéré une partie des pertes d'énergie avec le fait que les prix d'énergie sont moins élevés que ce qu'on avait, y compris en 2022. Donc, ça permet de retrouver un peu de croissance. Mais par contre, assez logiquement, le gouvernement va sortir des mesures d'aide. Il ne va pas maintenir un bouclier tarifaire si le prix de l'énergie revient à peu près à un niveau qui est, on va dire, en tout cas acceptable ou qui ne permet pas de créer des chocs majeurs. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est important de voir qu'il y a cet effet-là entre le choc énergie et les mesures de réponse, et qui vont être calibrées en fonction aussi de ce choc énergie. Si on additionne tout ça, ces différents chocs, et puis il y a autres mesures budgétaires, ça veut dire juste qu'au-delà des mesures budgétaires sur l'énergie, il y a aussi des mesures qui sont différentes, comme par exemple la suppression de la contribution à l'audiovisuel public. En 2000, il y a la baisse de la taxe d'habitation, il y a un certain nombre de mesures qui vont soutenir l'économie. Par contre, en 2024, il y a des mesures d'économie qui sont attendues, qui vont peser plutôt sur l'économie. C'est ce que disait aussi Eric en introduction, c'est qu'il y a une forme de normalisation aussi du côté des politiques budgétaires. Je ne dirais pas qu'on est face à un tournant de la rigueur, mais en tout cas, les questions de la réduction des dettes et des déficits va se poser de façon assez marquée à partir de 2024. Il y a une revue des dépenses publiques qui est attendue, notamment de ce côté-là. Donc, si on additionne l'ensemble de ces chocs, si on part d'une croissance hors choc et on additionne l'ensemble de ces chocs, on arrive à ce résultat-là, qui est que pour 2022, en réalité, la croissance a été de 2,6%, et ça c'est connu, c'est observé. Et pour 2023, on sera à 0,8%. Et pour 2024, 1,2%. Donc, on voit qu'on a quand même une perte assez marquée de l'ensemble des chocs sur le PIB. Si vous additionnez ça sur 3 ans, c'est à peu près 3 points de PIB qui sont perdus, quand même, pour l'économie française. L'autre point, peut-être dans le détail, je ne vais pas m'attarder trop, mais qui est le scénario de croissance, on va dire, du compte emploi source, donc détaillé d'un point de vue trimestriel. Ce que vous voyez, c'est que finalement, on ne bascule pas en récession statistique. Malgré tout, c'est une forme de récession, le fait qu'en reprise post-Covid, on ait une croissance aussi faible. Mais malgré tout, statistiquement, on n'affiche pas de récession. Vous voyez que la croissance reste positive, très faiblement positive. On est à plus 0,1 en début d'année, après un plus 0,1 qui est connu, c'est la fin 2022. Donc notre prévision commence, bien sûr, au premier trimestre 2023. On ne voit pas très bien, mais c'est surligné dans le tableau. C'est plus 0,1, plus 0,2, et après, on a une reprise assez lente à plus 0,3. Qui est tiré par à la fois un peu de consommation qui redémarre. En fait, vous verrez qu'on a un scénario de normalisation aussi du taux d'épargne. On part d'un point haut du taux d'épargne qui convergerait vers son niveau d'équilibre, qui tire un peu la consommation. Le commerce extérieur contribue légèrement positivement. Pourquoi ? Parce que finalement, on a un effet de gains progressifs de part de marché qui ont beaucoup baissé pendant la crise. Et notamment, on récupère un peu avec l'aéronautique. Le fait qu'on restocke moins aussi, que les entreprises d'investissement va créer moins d'importations, donc on a une contribution légèrement positive
du commerce extérieur. On a un peu moins de stocks, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont jouer négativement pour le coup sur la croissance. Et puis, du côté de l'investissement des entreprises, on est sur un scénario où finalement, on considère que l'investissement des entreprises va commencer à se stabiliser, le taux d'investissement. On n'a pas de retournement d'investissement, mais on considère qu'il va arrêter d'augmenter comme ce qu'on a pu connaître pour différentes raisons. Mais malgré tout, il y a encore des soutiens à l'investissement qui permettent de cette stabilisation. En revanche, du côté des ménages, on poursuit la dégradation de l'investissement des ménages qui joue négativement, qui, pour le coup, est marqué par deux choses, le choc sur le pouvoir d'achat et la hausse des taux d'intérêt. On le voit assez nettement. Il y a un encadré là-dessus, notamment dans le policy brief, qui explique un peu tout ça. Voilà. Et donc, voilà notre scénario un peu détaillé du 0,812, si vous voulez, pour 2023-2024 par composante et dans le détail trimestriel. Alors, 2-3 petits points avant de terminer. Sur les prévisions d'inflation de pouvoir d'achat et de taux d'épargne, vous voyez ce que disait aussi Eric, c'est que on a une diffusion, mais on n'a pas une persistance de l'inflation. Ça, c'est l'inflation avec les différentes contributions. Ce qu'on voit, c'est que l'inflation va être encore élevée en 2023. On est à 5,8% d'inflation pour 2023 en IPC, donc c'est au-dessus même de la moyenne annuelle de 2022. Vous voyez que l'inflation devrait osciller entre 5,5% et 6% encore sur l'ensemble de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc, on n'a pas de reflux en réalité de l'inflation. Le pic d'inflation n'est pas forcément passé avant la fin de l'année. Et au-delà, à partir de 2024, on aurait une convergence vers les 3% d'inflation. Donc, progressivement, une forme effectivement, cet effet de diffusion s'estompe et on converge progressivement vers les 3%. Par contre, ce qui est intéressant et qui est un point important, c'est que les contributions ont changé de cette inflation. C'est, comme on voit en 2022, c'est l'énergie qui a tiré l'inflation. C'est à peu près 2,2 points de l'inflation des plus de 5 points de 2022, c'est l'énergie. Donc, vous voyez, c'est finalement ce qui est la courbe en bleu remplie, qui va surtout jouer. Par contre, en 2023, c'est l'alimentaire qui va beaucoup contribuer à l'inflation. Ce qu'on peut voir, c'est que l'énergie a contribué pour 2,2 points à l'inflation en 2022, l'alimentaire à 1,1 point. Donc l'énergie, c'est 2 fois plus en 2022 que l'alimentaire. Par contre, si vous regardez 2023, l'alimentaire contribue à l'auteur de 2,4 points. À l'inflation, par contre, l'énergie, c'est que 0,6 points. Donc on a un basculement très clair entre alimentaire et énergie. Et donc, on avait fait une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur les effets redistributifs du choc, notamment inflationniste. Ces effets redistributifs, ils vont changer avec l'exposition à l'alimentaire, qui n'est pas forcément la même qu'à l'énergie. Donc les effets là-dessus, micro, peuvent être assez différents. Autre point sur le pouvoir d'achat, c'est qu'on a une contraction du pouvoir d'achat face à l'inflation. On avait fait une étude justement là-dessus qui était assez détaillée. On l'a mis à jour par rapport aux derniers indicateurs. Et globalement, le pouvoir d'achat par unité de consommation baisserait de 1% en 2023 et se stabiliserait en 2024. Et notamment, on voit que même si on a une hausse des salaires, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail ici, mais on a une hausse des salaires nominaux, mais qui n'est pas suffisante pour compenser la hausse de l'inflation, notamment si on prend ce qu'on appelle le déflateur de la consommation et pas l'IPC. Et donc, on a quand même une baisse du salaire réel, notamment en 2023. Et donc, forcément, on a un pouvoir d'achat en 2024 qui reviendrait peu ou prou au niveau de 2019. C'est-à-dire qu'on a quand même une augmentation du pouvoir d'achat assez nette sur 2021, mais 2022, 23, 24 efface quasiment l'augmentation de 2021. Et donc, on reviendrait au niveau de 2019, sachant qu'il y a eu entre-temps des mesures fiscales déployées quand même. Et donc, ça veut dire que quand même, il y a un choc qui est très significatif de ce côté-là. Sur le taux d'épargne, c'est un peu la particularité, c'est-à-dire qu'on voit qu'on n'est pas revenu encore 3 ans après au niveau d'épargne d'avant-crise. Vous voyez que même, on est quasiment à 18%. Si vous prenez fin 2022, le taux d'épargne en France est pratiquement à 18%. Je rappelle qu'en 2019, en moyenne, on était autour de 15%, c'est-à-dire qu'on a quasiment encore 3 points de revenus qui sont épargnés et pas consommés. La question qui est essentielle et centrale dans le scénario, c'est effectivement comment cette épargne va se comporter à l'horizon de la prévision. Nous, notre scénario, c'est que progressivement, on revient au niveau d'épargne d'avant-crise. Et ça veut dire aussi qu'on ne réinjecte pas le supplément, cette surépargne qui a été accumulée. Comme on voit, c'est l'histogramme bleu. Et on arrive à la fin 2024 avec une surépargne accumulée qui représente 12,6 points de revenus annuels, ce qui est quand même assez considérable comme stock d'épargne accumulée. Alors, c'est hors effet de la taxe inflationniste ou de l'effet de l'inflation, éventuellement sur l'effet des actifs, sur le prix des actifs. Mais il faut voir que cette épargne, en fait, on revient au niveau d'épargne d'avant-crise, mais on ne considère pas qu'elle est
reconsommer. 2 points pour terminer sur le cadrage budgétaire et l'évolution du marché du travail. Alors, tout ça est détaillé dans le policy brief, hein, mais il faut savoir que, premièrement, si vous prenez la période 2020-2024, on a des mesures budgétaires qui sont exceptionnelles, hein, qui ont été prises sur cette période-là, qui sont des mesures non pérennes, qui n'ont pas vocation à durer, donc pas des mesures structurelles, hein. Que ce soit pour la crise sanitaire ou pour la crise énergétique, plus des mesures de relance ou de soutien au pouvoir d'achat. Donc voilà, ça fait plus de 11 points de PIB qui ont été injectés, hein, pas prêtés, qui ont été injectés dans l'économie sur cette période-là en 5 ans. Ce qui est intéressant sur le déficit public, c'est que vous avez d'un côté des mesures d'urgence sanitaire qui vont s'estomper, mais par contre des mesures énergétiques qui vont prendre le relais. En revanche, ce que vous voyez, c'est que l'extinction progressive des mesures d'urgence liées à la crise sanitaire, finalement, cette extinction, les montants sont supérieurs dans l'extinction que ce qu'on va réinjecter pour les mesures énergie. Donc, si vous prenez le total, ce qu'on voit, c'est que les mesures d'urgence globales liées au sanitaire, liées à l'énergie, y compris aux mesures face à l'inflation, vont progressivement diminuer. Vous voyez qu'en 2021, c'était 3,5 points de PIB. 2022, on passerait à 2,8 points de PIB de mesures exceptionnelles. Et 2024, on finit à 0,5. Donc, la simple extinction de ces mesures va permettre un allègement du déficit public. L'autre point, c'est la trajectoire de déficit public. On voit qu'on a une bonne surprise sur 2022, c'est que le déficit public était un peu plus bas que prévu, à 4,7 points de PIB, hein, alors que le projet de loi de finances attendait 5% du PIB. Il faut voir que nous, pour 2023-2024, malgré cette conjoncture qui n'est pas très favorable, on voit qu'on a une croissance qui est relativement faible, on a une hausse des charges d'intérêt qui augmente, qui passe de 1,5 points en 2021 à 2,2 points en 2024. Hein, donc, on a une hausse de la charge d'intérêt qui est assez marquée. Malgré tout, on a un déficit public qui baisse. Pourquoi il baisse? Parce que, surtout, progressivement, on sort de ces mesures de soutien extrêmement fort à l'économie. Et donc, rien que ça fait une bouffée d'oxygène dans la réduction des déficits. Deuxième point qui est important, et donc on finit à 4 points de déficit en 2024. Deuxième point important, c'est que malgré ces déficits publics élevés, la dette publique en point de PIB baisse de façon significative. Comme vous pouvez voir, on est à 111,6 points de dette publique en 2022. On était à 114,6 en 2020, donc on est quand même sur un reflux de la dette publique. Et on finirait légèrement en dessous de 108 points de PIB de dette publique pour 2024. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'inflation, en tout cas la hausse des prix, joue sur la croissance du PIB nominal et donc facilite la réduction de la dette publique, c'est-à-dire que le déficit qui stabilise la dette, avec ce niveau de croissance du PIB nominal et le niveau des dettes, est extrêmement élevé. Donc même avec un déficit compris entre 4,7 et 4 points de PIB, on est bien en dessous du déficit qui stabilise la dette. Donc comptablement, ça permet, de façon même mécanique, de baisser la dette. Donc c'est une des vertus, j'allais dire, de l'inflation, c'est d'alléger le poids de la dette dans le PIB. Dernier point sur le marché du travail. Alors, il y a deux choses là-dessus. Il y a la prévision, mais il y a aussi un encadré qui a été fait. Eric en parlera peut-être plus tout à l'heure, sur comment on identifie en fait quelque chose qui a été très particulier sur la France et qu'on a créé beaucoup d'emplois avec assez peu d'activités. Et qu'à partir de cette analyse-là, en fait, l'idée, c'est de dire quels sont le nombre d'emplois à expliquer par rapport à un cycle économique traditionnel et la productivité qu'on avait historiquement. Donc, on regarde la valeur ajoutée par secteur actuel par rapport à celle d'avant-crise. On prend la tendance de productivité de ces secteurs-là qu'on connaissait avant crise et on en déduit les emplois qu'on aurait dû finalement détruire et ceux qu'on a finalement eu. Donc, l'écart, en tout cas, les emplois à expliquer, c'est l'écart entre ce qui a été observé et ce qu'on aurait dû avoir normalement au cycle normal. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a près d'1 million d'emplois de plus en réalité par rapport à ce qu'on aurait dû avoir dans une séquence traditionnelle où on aurait eu les tendances de productivité comme on connaissait d'habitude. On regarde la valeur ajoutée qu'on a eue. Donc l'idée, c'est ça. Et donc on regarde secteur par secteur, c'est un peu plus d'1 million d'emplois à expliquer et l'écart entre l'évolution de l'emploi observé et attendu. Alors, dans les différents facteurs, hein, mais je vous renvoie, il y a un encadré qui explique ça, et puis il y a une étude spéciale qui va détailler aussi la méthode. L'idée, c'est de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles, en fait, on a eu autant de création d'emplois. Et donc, il y a 3 facteurs qu'on a bien identifiés, en tout cas, pour expliquer ça. Le premier, il est assez connu, c'est l'apprentissage, hein, c'est l'effet de l'apprentissage, avec une montée en charge très forte de l'apprentissage, avec une prime très importante à l'apprentissage. Vous voyez que ça représenterait à peu près
un quart de 156 000 emplois, d'un peu plus des 1 million d'emplois à expliquer. Hein. Voilà, ce que disait d'ailleurs Eric, c'est qu'on explique 70% à peu près de l'effet emploi, donc ça veut dire qu'il y en a 30% qu'on n'explique pas, c'est ce qu'on appelle l'autre facteur, c'est qu'on n'a pas pu l'identifier de façon extrêmement précise, mais par contre, on a 70% qu'on explique. 25% est l'apprentissage, c'est en rouge. L'autre effet qu'on maîtrise assez bien, c'est l'effet de durée du travail. C'est l'effet qu'aujourd'hui, y compris malgré les tensions qu'on a dans les recrutements, malgré les difficultés qu'ont les entreprises à trouver un certain nombre de salariés, on a une durée du travail qui n'est pas revenue à son niveau d'avant-crise. Y compris, on a encore un tout petit peu de chômage partiel, et donc tout ça fait que ça permet d'avoir un peu plus d'emplois que ce qu'on aurait si on était avec une durée du travail normale. Ça représente 188 000 emplois, donc c'est un peu moins de 20% de l'explication. Et puis, dernier point, qui est un facteur plus compliqué à identifier, qui est celui du soutien exceptionnel aux entreprises, qui a été extrêmement important. Et d'ailleurs, une des révélations, en tout cas, quelque chose qu'on peut observer, c'est qu'on n'a jamais eu aussi peu de faillites en France, malgré les chocs qu'on a eus. Et donc, c'est une façon de calibrer l'effet du soutien. Et donc, on a des entreprises qui, en temps normal, auraient dû faire faillite, qui n'ont pas fait faillite, et qui ont des niveaux de rentabilité qui sont faibles. Et donc, ce soutien aux entreprises a permis aussi beaucoup de création d'emplois en maintenant aussi des entreprises qui, traditionnellement, n'auraient pas forcément pu continuer à exercer et à survivre face au choc actuel. Et donc, ça représente à peu près 280 000. Donc, vous voyez qu'on a des identifiants quand même, un certain nombre de facteurs qui expliquent ces effets emploi. Il reste le jaune qu'on n'explique pas. On pourra essayer de rentrer dans le détail de ce reste-là. Ce qui est intéressant, et dans le détail de ce qu'a fait Eric, notamment dans cette analyse-là, c'est qu'on regarde aussi secteur par secteur et il y a des différences. Vous voyez que, par exemple, dans les services, on explique bien à peu près tous les facteurs. Par contre, dans l'industrie, on a des choses qui sont plus exceptionnelles, qui sont peut-être liées à l'aéronautique, à des choses qui sont liées à des entreprises très particulières. Mais en tout cas, on explique beaucoup moins les effets emploi dans l'industrie, alors qu'on les explique beaucoup mieux dans les services, par exemple. Enfin, pour terminer sur les évolutions de l'emploi, alors ça, c'est notre façon de calibrer le choc, c'est dire, si vous voulez faire une prévision, il faut quand même comprendre ce qui se passe sur un peu plus d'1 million d'emplois à expliquer, et puis dire comment on va faire évoluer notre scénario, justement, de productivité, cette productivité qui a été très, très marquée, sur la question de la durée du travail, de l'apprentissage, et en fait, ce qu'on fait, c'est que, bien sûr, on intègre les prévisions, en tout cas, sur les évolutions de la prime de l'apprentissage, qui va être réduite de 25%. Et ça, nous, on considère que ça aura un effet assez significatif sur l'emploi. Il y a un encadré là-dessus. Je pense que ça peut nous distinguer d'un certain nombre d'instituts de prévision. Mais on considère que la réduction de la prime d'apprentissage aura des effets à la baisse sur le nombre d'apprentis et donc des effets aussi sur l'emploi. On considère que la durée du travail devrait revenir tendanciellement à son niveau d'avant-crise en 2024. Donc, ça joue sur le scénario de productivité. En revanche, on ne met rien de particulier sur les différentes entreprises qui pourraient avoir des effets sur le scénario de productivité et l'emploi. Ça, c'est un point important. Si on calibre tout ça à partir de notre valeur ajoutée, les scénarios de productivité qu'on peut avoir, on s'attend, à partir du second semestre 2023, à avoir une réduction de l'emploi total. Au premier semestre, l'emploi se maintient, les enquêtes restent relativement bonnes, il n'y a pas de raison d'avoir une baisse de l'emploi, mais quand on met bout à bout l'ensemble des éléments que je vous ai donnés, on devrait avoir une réduction de l'emploi qui reste assez, j'allais dire, mesurée sur 2023. C'est à peu près 20 000 destructions d'emplois en fin d'année par rapport à la fin d'année 2022. Par contre, c'est plus marqué sur 2024, qui serait plutôt autour de 80 000 destructions d'emplois sur 2024. Ça veut dire qu'on a notamment à peu près 100 000 destructions d'emplois sur 2 ans. Et donc, de façon mécanique, on a une remontée du chômage qui passerait à 7,4 en fin d'année 2023, puis à 7,9 en fin d'année 2024. Je vous rappelle qu'on est à 7,2 aujourd'hui. Donc, on aura une légère remontée du chômage sur 2023, mais qui serait plus marquée sur 2024, d'autant plus qu'on a en plus la réforme des retraites qui commence à prendre et sur la population active à partir de 2024, et donc qui a un petit effet sur la population active, et donc qui assez naturellement permet, en tout cas, joue sur la dynamique de l'emploi et du chômage. En tout cas, le chômage va baisser moins vite en 2024, même avec des créations d'emplois identiques. Pour terminer, ça faisait pas mal d'informations. Des incertitudes dont a parlé, bien sûr, Christophe. Je ne vais pas revenir dessus, sur les aléas internationaux de l'énergie ou les aléas financiers. Pour la France, si on identifie des choses qui sont importantes, qui seront certainement dans le débat, sur lesquelles on va continuer à travailler, mais aujourd'hui, qu'on n'a pas mis de facteurs importants là-dessus, c'est la question des faillites. On n'a pas mis une remontée brutale des faillites, on ne peut pas l'exclure, mais ce n'est pas ce qu'on met en tout cas dans notre scénario. Pourquoi ? Bien sûr, la question de la hausse des coûts de production, des coûts des dettes, on a encore un effet diffus
du choc d'approvisionnement. Oula. Bon, je vais finir quand même. J'ai dû être trop long, je pense. Tu vas vers l'infini. Je vais vers l'infini et au-delà. Et donc, la question des faillites, bien sûr, hein, qu'on n'a pas ici. Je vais peut-être reprendre. Hop. La question des donc pour les raisons qu'on connaît, hein, la hausse des coûts de production, la hausse des dettes, hein, le coût des dettes avec le refinancement, en plus une activité faible avec des secteurs en plus fragilisés, parce que quand on regarde les marges, elles sont plutôt maintenues, mais on a des secteurs qui sont très fragilisés quand même. Les choses qui sont plutôt positives, c'est qu'on peut éventuellement, même si on a un choc très négatif sur les commerces extérieurs, on voit ce qu'a dit Christophe, on a des effets de prix relatifs pour la France qui sont plutôt favorables par rapport à la zone euro, c'est-à-dire que les prix augmentent moins vite, donc on a des effets de compétitivité prix qui peuvent être plutôt plus favorables. Et qu'on a des secteurs qui ont été très identifiés dans des secteurs industriels comme l'aéronautique qui commencent à se porter mieux. Et donc, on peut avoir des effets de rattrapage comme ça un peu plus marqués que ce qu'on met, nous, dans notre compte. Et puis, dernier point, c'est l'évolution du taux d'épargne. Vous voyez, c'est quand même 3 points de revenu à basculer entre l'épargne et la consommation, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, on a des niveaux d'épargne qui sont déconnectés des sous-jacents, c'est-à-dire qu'ils ne devraient pas être aussi élevés. Pourquoi ? Parce qu'on a un chômage bas. Normalement, le chômage bas ne conduit pas à une épargne élevée. On a des prix des actifs élevés, donc un effet de richesse plutôt positif, ce qui devrait conduire aussi à une épargne plus belle, ou même des taux réels négatifs. C'est pareil, le rendement de l'épargne étant négatif, on n'a pas d'incitation normalement à épargner. Donc, on est très déconnecté de ce que dirait une équation aujourd'hui sur les niveaux d'épargne. Et puis, du côté, on a cette réserve d'épargne accumulée qui est colossale, hein, qui représente plus de 12 points de revenus annuels. Hein. C'est pas loin de 200 milliards d'euros, hein, fin 2022. La question, c'est comment cette épargne va finalement évoluer. Est-ce qu'elle peut être aussi progressivement être rognée par l'inflation ? C'est un travail sur lequel on mène avec une taxe inflationniste au fil du temps. Donc, c'est finalement, au-delà même du taux d'épargne, c'est aussi comment le stock d'épargne accumulée peut se comporter sur, y compris dans le financement de l'économie, mais aussi dans le partage entre patrimoine et consommation sur les trimestres à venir. Voilà, merci de votre attention. J'étais un peu long, je vous laisse tout de suite la parole et Eric va reprendre. Merci Mathieu, merci Christophe. C'est à vous de poser vos questions. Il y a toute l'équipe ici présente qui va tenter de répondre à vos questions. Donc levez la main ceux qui sont en distanciel ou celui qui est en présentiel, vous pouvez commencer si vous avez des questions. J'en ai une, mais enfin, c'est un petit peu un point de détail, mais sur la remontée des faillites, est-ce que vous êtes parti du principe qu'elles n'allaient pas remonter, ou est-ce que vous êtes parti du principe qu'elles allaient remonter à leur niveau d'avant-crise? Parce que là, en fait, toutes les prévisions que j'ai vues indiquent une remontée, au moins au niveau de 2019, qui était une année plutôt bonne, voire au-delà, quoi. Alors, sur les faillites, on a un indicateur de faillite en fonction de la valeur ajoutée. Donc, c'est en fonction de la croissance, on a un niveau de faillite. Donc, ce que l'on met aujourd'hui, c'est un niveau de faillite au niveau de la valeur ajoutée. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il n'y a pas de rattrapage. Donc, pendant 3 ans, on a été en dessous des faillites compte tenu de la valeur ajoutée. Donc, ce qu'on fait, c'est juste, on arrête, on revient juste au niveau de la valeur ajoutée. Donc, il y aura un peu plus de faillites, mais pas plus. Il n'y a pas de rattrapage. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 110 000, d'après notre calcul, 110 000 entreprises qui auraient pu faire faillite, qui ne l'ont pas fait. Et ce stock-là, on le laisse inchangé. Ok, merci. Ouais. Je ne vois pas le nom, je suis désolé, mais celui qui a levé la main peut parler et se présenter. Bonjour, c'est Anne de Guigné au Figaro. Ah, pardon. Il y a peut-être d'autres gens qui ont levé la main, mais bon, j'en profite pour en parler. Non. Mathieu, juste, je voulais revenir sur les histoires de temps de travail et notamment le lien avec la productivité. Du coup, est-ce que le fait que les temps de travail augmentent, du coup, ça va permettre une augmentation de la productivité d'ici 2 ans? Je ne sais pas comment vous avez mesuré ça. Ok. Ouais. Alors, sur le temps de travail, en fait, ça dépend si tu parles de productivité horaire ou par tête. Donc là, notre analyse était de productivité par tête. Donc c'est sûr que ce que l'on fait, c'est juste, à l'horizon de notre prévision, on fait revenir la durée du travail à son niveau d'avant-crise, ce qui fait donc, du coup, augmenter la productivité par tête des salariés. Mais donc, du coup, ça, à croissance donnée, ça fait un tout petit peu moins
d'emplois à croissance donnée. Oui. Non, par tête, c'est mathématique, mais de manière horaire. Et ben, du coup, la productivité horaire revient à la productivité par tête. D'accord. Il n'y a plus d'écart entre les deux. C'est hyper bien. Il y a Jean-Marc Vittori qui a levé la main. Oui, bonjour. Deux petites questions d'abord sur l'explication, enfin le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'explications sur ce qui se passe du côté de l'emploi dans l'industrie, enfin qu'il y a une part importante inexpliquée. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il peut y avoir au-delà de ce qui a été évoqué sur l'aéronautique? Deuxième point, sur l'épargne, le stock d'épargne, il faudrait peut-être, enfin vous glissez l'idée, mais il faudrait peut-être aller un peu plus loin, c'est-à-dire le dévaluer de l'inflation, parce que ça, quand on a 15% sur 3 ans, ça finit par faire beaucoup. Et une question peut-être plus importante sur le commerce extérieur, au-delà du constat, qu'est-ce qu'il y a qui peut expliquer ces très bas qui sont même assez impressionnants? Merci. Je commence sur l'emploi. Vas-y, ouais. Sur l'emploi, alors dans l'industrie, c'est l'industrie au sens très large, donc il y a y compris énergie. Donc il y a vraiment deux secteurs qui, à notre sens, ont pu faire beaucoup de rétention de main-d'œuvre. C'est une autre façon d'aborder le problème, c'est le matériel de transport, donc ça, Mathieu en a parlé, et le secteur de l'énergie, notamment sur la fin de période. Donc on va essayer de compléter l'analyse en essayant d'extraire ces deux secteurs de l'analyse de l'industrie pour voir si on n'arrive pas à expliquer un peu plus ce qui s'est passé dans l'industrie. Le reste, ça peut être potentiellement des mesures les mesures prophylactiques ont pu un peu plus peser sur la productivité dans l'industrie. Ça, c'est il peut y avoir quelques rétentions de main-d'œuvre avec les problèmes d'approvisionnement. Et on peut considérer que l'industrie a été bien plus touchée par les problèmes d'approvisionnement. Et donc, la valeur ajoutée a été un peu plus touchée, mais ils n'ont pas licencié ou ils n'ont pas ajusté leur emploi à leurs difficultés parce qu'ils savaient qu'une fois que la pièce allait arriver, la valeur ajoutée allait repartir. Et donc, on peut considérer, mais ça, c'est que des hypothèses, des conjectures, que la rétention de main-d'œuvre est un peu plus importante dans l'industrie. Donc, il ne s'explique pas uniquement par un effet d'apprentissage ou du travail. C'est vraiment une question de... Voilà, ça va repartir, notamment dans le matériel de transport. On garde la main-d'œuvre et on espère du coup que la valeur ajoutée qui va revenir va absorber cette rétention de main-d'œuvre. Donc les deux autres points sur l'épargne accumulée, effectivement, on le précise, c'est hors taxe inflationniste. On mène un travail aujourd'hui pour savoir quelle peut être l'érosion de ce patrimoine face à l'inflation. Il faut aussi regarder quel va être le rendement de l'épargne face à l'inflation, parce qu'il y a aussi un rendement de l'épargne. D'ailleurs, il y a les comptes annuels qui vont sortir bientôt, qui permettront aussi d'analyser ça un peu plus finement, mais c'est possible qu'effectivement, ces parties soient rognées par l'inflation. Donc, nous, ce qui nous surprend, c'est quand même que le taux d'épargne reste aussi élevé, malgré tout, par rapport à un niveau d'avant-crise, donc malgré les chocs qu'on peut connaître sur le pouvoir d'achat. Mais c'est évidemment quelque chose auquel il faut être attentif, c'est que l'effet de l'inflation peut jouer sur la base globale des actifs, ça c'est clair, et donc peut rogner une partie de ces 12,6 points d'ARD. Et l'autre point sur le déficit extérieur, il y en a deux en réalité. Il y en a un qui est quand même très lié à l'énergie. Il y a plus de 2 points de PIB qui sont perdus dans l'énergie. Je crois que, même les données montraient que c'était 80 milliards, je crois, dans la balance commerciale entre 2022 et 2021. Et qu'en plus, on partait d'un point qui était dégradé, choc post-Covid, qui avait touché notamment particulièrement le secteur industriel et celui des matériels de transport. Donc, on partait du choc Covid qui dégradait déjà la balance commerciale. On n'avait pas du tout récupéré. Il y avait encore un petit effet du tourisme dans la balance commerciale et aussi les services. Et le deuxième choc qui arrive, qui est le choc énergie. La question, c'est effectivement la permanence ou pas de ces chocs et leurs effets sur la balance commerciale. Ce qu'on dit, c'est qu'on en récupérera lentement une partie. Maintenant, la question, c'est effectivement, est-ce qu'il y aura des impacts plus structurels de tout ça? Nathalie Silbert. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos prévisions de consommation des ménages, parce que vous prévoyez une baisse du pouvoir d'achat par unité de consommation de 1 point cette année, et néanmoins, vous anticipez un redressement de la consommation au deuxième semestre. Pourquoi ?
Alors, l'effet, c'est lié à la baisse du taux d'épargne, hein, principalement, c'est-à-dire que, alors, j'avais ce petit, ouais. L'effet, comme on peut voir, c'est le taux d'épargne, en réalité, qui a été quand même très marqué sur la fin d'année 2022, avec des effets fiscaux particuliers, hein, comme la suppression de la contribution à l'audiovisuel public ou la taxe d'habitation, en fait, n'ont pas de raison, en fait, de rester à ce niveau-là. Donc, on va avoir un effet progressif de retour à un taux d'épargne d'avant-crise, hein, qui va jouer positivement sur la consommation, malgré un pouvoir d'achat qui est impacté par l'inflation. Alors, c'est vrai qu'en plus, je parlais du pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'achat par unité de consommation. Ce qu'il faudrait regarder, c'est plutôt le pouvoir d'achat du RDB, si on regarde par rapport à la consommation globale des ménages. Mais très clairement, effectivement, si les ménages maintiennent un niveau d'épargne aussi élevé que 18 points, on n'aurait pas le même scénario de consommation et donc pas le même scénario d'activité, hein. Bien sûr que nous, notre hypothèse, en tout cas dans nos études, c'est qu'on va progressivement, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, dans les autres pays, on est revenu dans la plupart des pays au niveau d'épargne d'avant-crise, voire même certains sont en dessous, hein. La France fait un peu figure d'exception. Donc, on se dit, bon, il n'y a pas, pour différentes raisons, à la fois parce qu'on a des chocs fiscaux qui sont très particuliers et du coup, les ménages l'intègrent progressivement et donc, il n'y a pas de raison qu'ils l'épargnent complètement. On devrait avoir ce retour du taux d'épargne, mais ça joue bien sûr sur la dynamique de consommation de l'année 2023. Merci. Éric? Oui, il y a Béatrice Madeleine et après Oui. Béatrice Madeleine qui a levé la main. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Très bien. J'ai deux questions. En fait, la première, elle porte sur l'histoire de la productivité. Mathieu, tu disais qu'il y avait des secteurs où il y avait encore du chômage technique. Est-ce que ça porte sur combien de personnes et c'est quoi les secteurs concernés? Parce que je n'ai pas forcément cette notion-là. Et la deuxième question, si j'ai bien compris, si la réforme des retraites se met en œuvre, en application dès 2024, elle contribue un petit peu à la hausse du chômage. Est-ce que on peut mesurer quelle est sa contribution à la hausse du chômage? De bonnes questions. Merci. J'espère avoir d'excellentes réponses. Je vais essayer, hein. Ouais. Non, sur le chômage technique, alors, je ne sais pas si Eric veut. Moi, ce que j'avais en tête, c'est qu'on a à peu près 100 000, je crois. J'ai autour de chômage technique encore, malgré tout, il y a eu deux choses, hein. Il y a quand même des choses dans les matériels de transport et l'aéronautique un peu particuliers. Et surtout, avec le retour de l'énergie dans les secteurs comme industriels assez exposés par le choc énergie, il y a eu justement des mesures de renclenchement du chômage partiel pour ces secteurs-là, partie de la métallurgie, dans le verre, etc., tous ceux qui la chimie. Ouais, donc c'est plus lié à la crise énergétique qu'à des raisons sanitaires. Oui, mais ça joue quand même sur la durée du travail. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ça joue sur la durée du travail moyenne, donc c'est une rétention d'emploi qui est un peu factice, qui ne joue pas sur une productivité structurelle, c'est ce que montre Eric en réalité. On ne peut pas dire que ce soit. Voilà, on arrive à l'expliquer en fait. Cet emploi en disant voilà, si on fait du chômage partiel, c'est pour maintenir l'emploi, c'est effectivement pour éviter qu'on le détruise. Donc, c'est une petite partie. Après, je ne sais pas sur le reste, hein, sur la durée du travail, ce qu'il y a sur les questions d'heures sup ou des choses comme ça. Non, oui. Alors, dans les services, ce n'est pas effectivement du chômage partiel qui explique une durée du travail plus faible. C'est sans doute un moindre recours aux heures supplémentaires, mais là, on n'a pas des données sur la fin d'année 2022. Donc, c'est que des suggestions. Ou alors, ça veut dire que globalement, non, parce que ce qui est assez étonnant, c'est que ça doit être par les heures supplémentaires, puisqu'il y a beaucoup plus d'embauches à temps plein qu'à temps partiel. Donc ça devrait plutôt augmenter le temps de travail. Donc dans les services, c'est plus un moindre recours aux heures supplémentaires. Eric, si je me souviens bien de ce que tu m'as montré hier, je pense qu'il y a aussi une baisse de la durée du travail assez marquée dans l'hébergement et la restauration. Donc il y a peut-être aussi une évolution très spécifique à ce secteur qui a potentiellement changé ses conditions de travail en sortie de crise Covid. Mais peut-être Eric a plus de données. Voilà, et sur la question des retraites, alors on n'a pas identifié l'effet emploi pur, c'est juste que, d'ailleurs c'est ce que, globalement, en gros, c'est d'augmenter la croissance potentielle, hein, l'effet de réforme des retraites, donc en reportant l'âge légal ou en allongeant la durée d'activité, si dès 2024, il y a un effet sur l'offre globale de travail qui augmente en gros la population active de 0,2%. Ce qui veut dire à création d'emplois donnés, de toute façon, effectivement, on a quand même 0,2% d'actifs en plus. Et donc, on a un effet un peu plus marqué sur le chômage, mais comme ce que montraient d'autres papiers, hein,
sur le fait que, effectivement, le report de l'âge légal à l'augmentation des actifs ne va pas tout dans l'emploi, quoi. Il y a un partage, en fait, potentiellement entre emploi et chômage. Merci. Avant de vous donner, il y a quand même une dernière question, me semble-t-il, en distanciel d'Anne-Sophie Le Chevalier qui n'a pas de micro et qui te demande, Mathieu, si tu pouvais revenir sur la prévision de pic d'inflation qu'on anticipe plutôt en fin d'année. Donc peut-être la question, c'est pourquoi fin d'année plutôt que début d'année? Je vois si c'est ça la question. Fin d'année au début d'année, alors non, il y a deux choses. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les effets de diffusion sont quand même assez lents et assez finalement importants. Ce qu'on voit, c'est que par exemple, sur les salaires, si on prend les salaires moyens par tête, alors je vais passer un peu vite, on s'attend par exemple en 2023 à une hausse de 5,6%, ce qui est quand même pas négligeable. Alors effectivement, par rapport au déflateur de la consommation, ça fait quand même un salaire réel négatif, mais il y a quand même cet effet de diffusion à la fois par les salaires et puis l'effet d'alimentaire qui joue quand même de façon très marquée, surtout 2023, et notamment avec les effets de retard entre les prix de l'alimentaire, l'énergie, les matières premières. Et donc, on est à chaque fois assez surpris sur l'effet alimentaire un peu plus à la hausse. Et donc, il y a aussi des effets de base qui jouent, qui font que assez mécaniquement, si les prix des matières premières se stabilisent à peu près, on a vu actuellement, avec les effets de diffusion qu'on connaît sur les salaires, on doit avoir un point de bascule, en tout cas, de l'inflation, de baisse de l'inflation seulement à partir de début 2024. J'allais dire, la séquence, c'est le hasard. Quand on pile à fin 2023, début 2024, c'est pas le souhait où on n'a pas du tout calibré de façon à montrer que c'était permanent sur 2023. C'est juste qu'effectivement, il y a des effets de base un peu particuliers qui jouent jusqu'à la fin de l'année 2023 aussi, et progressivement qui s'effacent en 2024. Oui, ma question c'était sur l'énergie, sur votre scénario global. J'ai l'impression que c'est basé sur une hypothèse assez optimiste en fait de stabilisation voire de baisse des prix de l'énergie qu'on a pu observer peut-être ces derniers mois. Est-ce que effectivement c'est le cas? Pourquoi est-ce que vous avez adopté ce scénario-là? Parce qu'il y a aussi des facteurs comme par exemple la reprise de l'économie chinoise qui pourrait repousser les prix de l'énergie à la hausse. D'accord, tu veux y répondre, Céline? Oui, si vous voulez. Donc, alors sur le pétrole, en fait, on a. Alors, bon, ça vient aussi du fait qu'on a effectivement des informations qui nous proviennent de façon un peu tardive de l'OPEP, etc. Mais on a fait l'analyse qu'on fait toujours offre-demande. Et en fait, on a quand même une offre qui est relativement. Alors, même si on a eu de la part de l'OPEP plus des annonces récentes du fait qu'ils allaient baisser leur production, on a quand même une production américaine qui est assez dynamique, enfin en termes de pétrole, donc normalement les deux devraient s'équilibrer. On a aussi des meilleures nouvelles que prévues de la part de la Russie, donc la production n'a pas autant baissé que ce qu'on aurait pu penser. Donc tout ça, en fait, grosso modo, fait que on n'a pas non plus une très forte contraction, parce qu'en gros, les quotas qu'annonce l'OPEP, ils prennent comme année de référence une année où on a eu, enfin un mois où on a eu une forte progression. Donc en fait, quand ils annoncent des baisses très impressionnantes, il faut voir que c'est par rapport à un mois où c'était très élevé. Donc en fait, par exemple, quand ils parlent de 5% de baisse de production, en fait, on y est quasiment. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'offre, on n'est pas trop inquiet. Et en fait, on fait ensuite une analyse offre-demande. Et quand on prend la demande, on est parti sur une intensité énergétique qui baissait comme avant la crise Covid, donc en fait sur une normalisation. Il est vrai que si cette intensité énergétique baisse moins que ce qui est prévu, on pourra avoir un prix plus élevé, autour de 90 ou 100. Mais en tout cas, avec cette hypothèse de retour à la normale, entre guillemets, sur l'intensité énergétique, voilà, on a cet équilibre. Par contre, sur le gaz, en fait, on a plutôt une hypothèse qui, par rapport au dernier prix du gaz, qui est plutôt un peu plus élevé. On a pris ce que dit l'Oxford Institute for Energy Studies, qui est quand même un peu la référence sur le gaz, sachant que c'est une prévision qui date quand même de février, donc effectivement, depuis, on a eu quand même plutôt une forte baisse du gaz, mais on a un profil en fait qui est un peu haussier sur l'année 2023, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait des problèmes de stockage en fin d'année et que potentiellement on ait un prix du gaz qui puisse remonter. Mais notre moyenne est plutôt, j'allais dire, haute sur le gaz par rapport à ce qu'on peut trouver par ailleurs, en fait. Il est évident que c'est un aléa. On l'a mis comme aléa. C'est ça. On peut avoir un baril à 100 aussi, à $100. Est-ce qu'il reste des questions en distanciel, en présentiel? Ah, Marc Vigneault.
Tu as la parole. Bonjour, excusez-moi, j'essaie de démarrer ma vidéo. Je ne sais pas si vous me voyez. Je voulais savoir si on pouvait dire que l'inflation était tirée par les marges des entreprises actuellement et est-ce que ce phénomène risque de durer et comment il faut l'analyser? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Nous, en fait, pour la France, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas eu de baisse des marges avec la crise. Donc, finalement, les entreprises, je n'ai pas d'influx des marges. Et c'est dans Ouais. Elles ont été relativement soutenues. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un taux de marge qui est légèrement supérieur aujourd'hui à celui de. Alors, on prend comme point de comparaison 2018, parce que 2019, il y a le double CICE, etc. Donc, on est un peu au-dessus. Ce qui est particulier sur les questions des entreprises et des marges, c'est plutôt des effets très sectoriels, en réalité. La moyenne macro ne dit pas grand-chose sur ce qui se passe sur le tissu productif et on a une hétérogénéité qui est très forte. On a des secteurs qui perdent beaucoup en marge, comme le matériel de transport, par exemple, l'hébergement en restauration, les services au ménage, où c'est des compressions de marge qui sont importantes. Et en revanche, les marges, elles sont tirées par deux secteurs qui sont l'énergie et les services de transport. Pas l'industrie, les services de transport. Donc, si vous voulez, on n'a pas, macroéconomiquement, on ne voit pas d'effet massif en France de cette... des marges qui alimenteraient l'inflation, parce qu'on a plutôt un niveau macro assez relativement stable, mais on n'a pas non plus une baisse. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui n'ont pas vu leur situation de marge se dégrader en moyenne par rapport à la situation. Mais je pense que, après, ce qui est intéressant, c'est de regarder dans le détail, parce que les situations sont tellement hétérogènes que la moyenne ne veut pas dire grand-chose. D'accord, merci. Est-ce qu'il reste des questions? Eh bien, écoutez, s'il ne reste pas de questions... Peut-être, pardon Eric, peut-être si personne ne pose de questions, est-ce que, au regard de la conjoncture et de vos prévisions, c'est le moment de prendre des mesures de restriction budgétaire et est-ce qu'il faut ajuster un petit peu, par exemple, les dépenses? Là, on parle de la revue de dépenses alors que vous nous dites que de toute façon, la dette va refluer toute seule grâce à l'effet inflation. Et pourquoi vous avez des prévisions de baisse de la dette qui sont apparemment beaucoup plus fortes que celles que prévoit le gouvernement qui, lui, ne s'engage qu'à stabiliser la dette en 2026, si mes souvenirs sont bons. Et ça m'étonne, enfin, j'ai pas l'impression que dans le prochain programme de stabilité, il y ait une baisse de la dette qui soit aussi mécanique. Je vais commencer la réponse qui est très large. La question est très large. Nous, on n'a plus d'informations sur le P-stable. Peut-être que vous en avez plus que nous, mais sur le P-stable, on n'a aucune information sur la trajectoire possible. Ce qui est indiqué juste là, c'est qu'il y a quand même c'est sûr qu'on pourrait être surpris de l'effort structurel qui pourrait être proposé dans le P-stable. Si on le lit très rapidement, ce que l'on indique, nous, en prévision, c'est que globalement, puisqu'on a une croissance qui est en dessous de son potentiel et qu'on arrive tout de même à réduire les déficits avec une croissance en dessous de son potentiel, c'est qu'il y a bien des efforts structurels quelque part, même si c'est difficile aujourd'hui de qualifier des efforts plus de structurels ou pas structurels. D'accord, mais je pense que le gouvernement peut s'en sortir avec des arguments avec une croissance en dessous du potentiel, on réduit de quasiment 0,7 le déficit, donc on est à peu près plus ou moins dans les clous des règles budgétaires qui seraient annoncées. Et la baisse de la dette est essentiellement due aussi au dénominateur qui progresse vite avec l'inflation. Il y a tout de même cet élément-là qui doit être pris en considération. Je pense que ce n'est pas très surprenant, notre prévision, compte tenu de l'inflation et de la croissance économique et de l'arrêt, plus ou moins, du quoi qu'il en coûte. Encore une fois, ça fait à peu près un effort structurel d'à peu près 1 point de PIB en 2 ans, ce qui est à peu près dans les clous du programme européen. Mais je crois que Xavier Rago veut compléter ma réponse. Un point qui va dans ton sens, tout à fait. Au niveau des discussions européennes, vous savez qu'il y a une évolution du débat sur les règles budgétaires et qu'il y a une volonté d'aller du déficit vers la dette publique. Et là, ce qu'on voit et ce qui montre les prévisions, c'est que
la dette publique rapportée au PIB, hein, qui est la variable clé pour penser la stabilité et les ressources fiscales possibles, décroît avec l'inflation, qui est le changement de l'environnement macroéconomique. Donc, de ce fait, le tableau, du fait de cette hausse des prix et de la réduction de la dette sur PIB, donne à juste titre un tableau quand même assez favorable sur l'évolution structurelle des finances publiques. Ce qui fait que l'argument en faveur d'une consolidation fiscale rapide, absolument nécessaire, perd de l'actualité quand même. On voit qu'effectivement, il y a une baisse du déficit, qui a un rythme de 0,5 sur les 2 ans qui viennent, par an à peu près. Bon, on passe de moins 4,7 à moins 4 du déficit, qui est quand même un signal d'une consolidation. Est-ce qu'il faut faire plus dans un environnement de croissance faible? Bon, c'est un débat général d'orientation politique et économique. Quand on voit ce tableau, il n'y a pas d'argument fort pour aller plus vite pour réduire la dette publique. On voit qu'il y a déjà une réduction de la dette publique sur PIB. Donc, je pense que dans la discussion par rapport à Bruxelles, l'environnement macroéconomique, il y aura toujours la ligne seul le public qui sera commenté, mais il faut aider le débat à se déplacer vers la ligne dette sur PIB, dont on voit que la décroissance est spectaculaire quand même. On a 5 points en prévision, hein, entre 2021 et 2024, 5 points de réduction de la dette sur PIB, sans casser la croissance. C'est quand même ceux qu'il faut souligner, je pense, dans l'orientation des finances publiques, pour ne pas dramatiser la ligne du solde budgétaire. Xavier Tarot. En complément sur ton compliment, Thierry, je vous invite aussi à regarder DebtWatch, le site, où vous pouvez regarder l'évolution de la dette à moyen terme, en fonction du scénario d'inflation et du scénario de taux, parce que en fait, la décroissance qu'il y a dans les 2 prochaines années et qui est liée à l'inflation n'indique pas forcément une dynamique qui va persister et qui va dépendre évidemment de ce qui se passe sur ces composantes. Donc, je vous invite à faire votre simulation avec DebtWatch. Juste un point de vue un peu plus technique, juste à ajouter, hein, c'est que pour 2024, on met quand même un ajustement budgétaire. Comme vous pouvez voir, le solde public primaire hors mesure temporaire effet d'activité se réduit. Hein, donc on considère qu'on bascule quand même face à finalement, on voit, il y a déjà les réformes de l'assurance chômage, la réforme de retraite, il y a eu l'envie de la dépense publique. On voit qu'on arrive à l'extinction des mesures fiscales comme la baisse de la taxe d'habitation. Donc on bascule sur quelque chose qui va être plutôt de l'ordre de l'ajustement budgétaire. On met dans notre compte, si vous reprenez les chocs, notamment l'ensemble des chocs, il y a un petit effet qui est moins positif, vous voyez, sur autres nouvelles mesures budgétaires qui jouent positivement jusqu'à présent, on bascule négativement en 2024. Donc on n'est pas dans un scénario d'austérité dure, hein, mais il y a un ajustement budgétaire attendu qui va même au-delà de la pure extinction des mesures. Et sur le PSTAB, ce que disait Eric, c'est vrai qu'on n'a pas, et je pense que ça va dépendre beaucoup de ce qu'ils mettent sur le prix du PIB. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un peu un consensus sur la croissance en volume, ils sont à 1, à mon avis, on va voir s'ils révisent. C'est la question du prix du PIB. Avant, on avait des prix à la conso, mais les prix du PIB ne bougeaient pas beaucoup. Il y a aussi ce qu'avait fait Raoul là-dessus, hein, qui montrait Elliott sur le fait qu'à partir du moment où ça bascule sur le prix du PIB, on a une croissance nominale qui est beaucoup plus forte. Et donc, le ratio d'aide publique sur PIB va dépendre beaucoup de cette hypothèse-là, quand même. Et donc, peut-être pour rebondir là-dessus, ce que vous disiez, l'inflation, ça joue en fait en faveur du désendettement, c'est ça finalement, malgré la hausse des taux ou Là, je peux, si Elliott veut prendre la parole, bien sûr, ça dépend de quel type d'inflation on parle, parce que c'est sur les prix à la consommation et les prix du PIB. Mais bon, Elliott a fait un travail sur lequel on pourra remettre un peu en avant sur, oui, effectivement, l'inflation aujourd'hui, selon le type d'inflation de celui-là, permet de réduire effectivement le déficit public un peu plus rapidement. D'accord. Je ne sais pas si Elliott, tu peux compléter. Non, pas spécialement. Après, effectivement, la question centrale, c'est celle de la diffusion de l'inflation qui au départ été importée vers l'économie domestique. Est-ce que ça débouche sur l'inflation salariale et des prix de VA ou les prix du PIB, donc des prix à la production nationale elle-même? Si ça débouche sur ce type d'inflation-là, l'effet sur les recettes fiscales est mécanique, et donc sur la base un peu fiscale sur laquelle peut s'appuyer le gouvernement pour rembourser sa dette est mécanique, et donc on a un désendettement, effectivement. Et ça ne tient pas compte quand même des mesures budgétaires qui sont déployées pour faire face à l'inflation, hein. C'est l'effet pur de l'inflation sur la dynamique de la dette, mais en dehors même du fait qu'il y a un bouclier tarifaire, le fait qu'il y a un choc négatif sur l'économie française lié au fait que c'était de l'inflation importée initialement. C'est juste dans la mécanique après, effectivement, de l'inflation sur la dynamique des finances publiques. Mais c'est hors l'impact initial, hein. D'accord. On ne peut pas dire que l'inflation en tant que telle est quand même positive pour la croissance et la dette si on ne tient pas compte des mesures qui ont été déployées à côté pour faire face à ça, hein.
C'est toujours la dernière question qui crée. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt. Bonne journée.